Elle ne comprend plus. 8 heures de sommeil, pas de marathon couru, pas de fièvre à combattre. Pourtant, ce matin encore, elle se réveille avec ce vide béant à la place du cœur. Les membres lourds comme du plomb fondu. L'âme quelque part ailleurs, très loin de ce corps qu'elle habite sans l'habiter vraiment. Et chaque matin, la même question revient. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il boit son café face à la fenêtre, mais ses yeux ne voient rien. Son regard s'est perdu dans un pays gris où les choses arrivent sans qu'il les sente vraiment. Tout lui parvient à travers un filtre épais, comme si la vie se déroulait derrière une vitre embuée qu'il n'arrive plus à nettoyer. Elle s'assoit dans les transports, son téléphone entre les mains mortes. Les images défilent sous son pouce mécanique. Elle fait semblant de lire, semblant d'être là, mais sa tête s'est noyée dans un brouillard cotonneux. Elle ne sait même plus si elle a faim, si elle a envie de quelque chose, si elle ressent encore quelque chose. Et toi, quand as-tu respiré pour la dernière fois sans chrono dans la tête? Ce n'est pas de la dépression, les médecins l'ont confirmé. Ce n'est pas non plus de la paresse, c'est quelque chose de plus subtil, de plus pernicieux. Comme si son énergie vitale s'échappait goutte à goutte par une faille invisible. Une hémorragie lente de son essence même. Elle accumule les solutions comme on empile des pierres pour boucher un trou dans une digue. Vitamines, sport, méditation, application de bien-être. Mais le trou n'est pas en elle. Il est dans le monde qui l'entoure. Ce monde qui aspire sa substance humaine jour après jour, minute après minute. Un monde qui l'a convaincu que sa valeur se mesure à sa vitesse, à sa disponibilité permanente, à sa capacité à répondre immédiatement à tout ce qui sonne, vibre, clignote. Elle ne le sait pas encore, mais sa fatigue est intelligente. C'est une forme de résistance que son corps oppose silencieusement à un système qui dévore l'humain en lui faisant croire qu'il le nourrit. Sa lenteur n'est pas un défaut, c'est son âme qui tente de sauver ce qui peut encore l'être. Comme le disait Jung, nous ne sommes pas faits pour nous adapter indéfiniment. Parfois, c'est le refus inconscient du corps qui nous protège de ce que notre raison n'ose pas encore voir. Sa fatigue lui parle, elle lui murmure « Stop, respire, souviens-toi que tu es vivante ». Mais elle ne l'entend pas encore, elle croit que c'est elle qui est cassée. Ce qui suit pourrait mettre des mots sur cette sensation d'être toujours en retard sur un monde qui n'attend personne. Le réveil sonne. Déjà. Douche chronométrée, café avalé debout, notifications qui s'allument comme autant de petites urgences rouges sur l'écran noir de sa vie. Dans la rue, personne ne marche, tout le monde court, les gens parlent en marchant, mangent en marchant, vivent en marchant. Même les enfants dans leurs poussettes semblent pressés, leurs petites mains déjà agrippées à des écrans qui défilent plus vite que les paysages qu'ils ne regardent plus. Elle a appris le multitâche comme on apprend une langue étrangère. D'abord maladroitement, puis avec une fluidité qui fait peur. Messages dans l'ascenseur, emails en attendant le métro, podcasts en commandant son déjeuner, chaque silence transformé en opportunité productive. Pose la main sur ta poitrine. Est-ce que ça bat vite ou est-ce que ça te manque déjà, ce silence? Au bureau, l'open space bourdonne comme une ruche déréglée. Les écrans clignotent leur morse frénétique. Les notifications sonnent leur symphonie de l'urgence permanente. Il faut réagir vite, décider vite, produire vite. Celui qui prend le temps de réfléchir, celui qui ose dire « j'ai besoin d'y penser », celui-là est déjà dépassé. La vitesse est devenue notre nouvelle religion. Être lent, c'est être hérétique. Prendre son temps, c'est voler celui des autres. Le temps, cette ressource qu'on découpe en tranches de plus en plus fines, qu'on optimise, qu'on monnaie, qu'on assassine méthodiquement. Elle ne se souvient plus de la dernière fois où elle a regardé un coucher de soleil, du début à la fin, sans photographier, sans penser à autre chose, juste regarder cette boule de feu disparaître lentement derrière l'horizon. Le monde lui répète « plus vite, plus haut, plus fort ». Et quand elle n'y arrive plus, quand son corps commence à traîner les pieds, quand ses pensées se ralentissent, quand elle a besoin de pauses que personne ne comprend, elle se dit que c'est elle qui ne va pas bien. Mais ce qui ne va pas, c'est un système qui a oublié que l'humain a besoin de lenteur pour exister, que la créativité naît dans le silence, que l'amour se construit dans la durée, que la sagesse ne se télécharge pas en 4G. Jung parlait du temps psychique, ce temps intérieur qui suit ses propres saisons, ses propres marées. Un temps qui ne se précipite pas, qui laisse mûrir, qui permet à l'inconscient de faire son travail de transformation. Ce temps-là, notre époque l'a déclaré obsolète. Et pourtant,
Quelque chose en elle continue de résister, quelque chose qui refuse de s'accélérer. Le premier signal, c'est souvent la nuque, cette tension qui s'installe sans prévenir. Discrète d'abord, comme une main invisible posée sur les cervicales, puis qui devient étau. Elle masse distraitement cette zone douloureuse tout en tapant sur son clavier, sans comprendre que son corps lui parle, qu'il tente de lui dire quelque chose d'important. Les migraines arrivent avec la régularité d'un métronome, le dimanche soir, invariablement. Son crâne se comprime comme si quelqu'un tournait lentement une vis invisible à l'intérieur. Elle avale des antalgiques, ferme les volets, attend que ça passe. Elle ne fait pas le lien avec cette angoisse sourde qui monte dès le dimanche midi. Son souffle devient court, de plus en plus court, jamais assez d'air dans ses poumons rétractés. Elle ouvre les fenêtres même en plein hiver, cherche de l'oxygène dans un monde qui l'asphyxie lentement. Parfois, elle se surprend à retenir sa respiration sans s'en rendre compte, comme si même respirer demandait trop d'efforts. Arrête-toi, là, maintenant. Inspire lentement, compte jusqu'à 4. Expire. Est-ce que tu sens la différence? Il oublie, constamment, des mots qui se dérobent, des noms qui fuient. Sa mémoire, autrefois si fiable, est devenue une passoire. Il cherche ses clés qu'il tient dans sa main, son téléphone qu'il a sous les yeux. Son cerveau déborde, sature, refuse d'enregistrer une information de plus. Son ventre se noue en permanence, des crampes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle mange. Son intestin, ce deuxième cerveau dont parle la science, hurle ce que sa tête n'ose pas encore formuler. Ça ne peut plus continuer comme ça. Elle dort mal, se réveille plus fatiguée qu'en se couchant. Ses rêves sont agités, peuplés de courses-poursuites, de retards, d'examens pour lesquels elle n'est pas préparée. Même la nuit, son inconscient continue de courir. Les infections s'enchaînent. Son système immunitaire, épuisé par le stress chronique, a baissé les armes. Elle tombe malade dès qu'elle s'arrête, comme si son corps attendait la première occasion pour la forcer au repos. Jung disait que les symptômes sont des messagers, que derrière chaque douleur persistante se cache une vérité psychique qui cherche à émerger. Son corps ne la trahit pas, il la protège. Il lui impose de ralentir avant qu'elle ne s'effondre complètement. Mais elle ne parle pas encore cette langue du corps. Elle court chez le médecin, multiplie les examens, cherche la pathologie. Elle veut une pilule pour la nuque, une autre pour les migraines, une troisième pour l'insomnie. Ce qu'elle cherche vraiment, sans le savoir, c'est la permission de s'arrêter. La permission de dire non à un monde qui lui demande toujours plus. La permission d'écouter cette voix intérieure qui murmure depuis longtemps « Tu n'es pas une machine ». Son corps lui parle, et s'il était temps de l'écouter vraiment? Ce n'est pas l'effondrement spectaculaire qu'on imagine. Pas de crise, pas de larmes, pas de drame. C'est infiniment plus subtil, comme un dimmer qu'on baisse très lentement. D'abord, elle ne remarque rien. Puis, peu à peu, elle se rend compte que les couleurs sont moins vives, que les sons sont moins nets, que tout devient gris et lointain. Il continue d'aller au bureau, continue de sourire quand on lui dit bonjour, continue de répondre aux emails, de participer aux réunions, de faire semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, c'est le grand silence, comme si quelqu'un avait coupé le son de sa vie intérieure. Elle a l'impression de devenir transparente. Les gens la regardent sans la voir vraiment. Elle parle, mais ses mots sonnent creux. Elle existe encore physiquement, mais quelque chose d'essentiel s'est éteint. Cette étincelle qui faisait qu'elle était elle. Imagine une journée sans avoir à prouver que tu vaux quelque chose. Comment ça serait ? Le matin, elle se maquille face au miroir et ne reconnaît plus celle qui la regarde. Ce visage, ces yeux vides, cette bouche qui n'a plus grand-chose à dire. Elle applique le rouge à lèvres comme on met un masque pour ressembler à ce qu'elle était avant quand elle ressentait encore les choses. Les week-ends, il reste au lit, pas par paresse, mais par incapacité à trouver une raison de se lever. Netflix, réseaux sociaux, tout défile sans qu'il s'y attache vraiment. Il attend que lundi arrive pour avoir enfin quelque chose à faire, même si ce quelque chose le vide un peu plus chaque jour. Parfois, les larmes montent sans prévenir. Elle déborde comme une digue qui cède, évacue cette tristesse qu'elle n'arrive pas à nommer. Puis, elle sèche ses yeux et retourne à ses occupations, fantôme de ses propres gestes. C'est ça, le burn-out invisible, cette mort lente de l'âme pendant que le corps mime encore la vie. Jung l'appelait la perte d'âme, ce moment où l'individu se coupe de sa source vitale pour survivre dans un environnement toxique.
Elle se dit que ça va revenir, cette joie, cette curiosité, mais chaque jour creuse un peu plus l'oubli de qui elle était quand elle était encore elle-même. Il consulte son médecin. « Docteur, je ne me sens plus vraiment vivant. » Mais comment expliquer ça? Le médecin parle d'antidépresseurs, de thérapie, de vitamines. Mais le problème n'est pas chimique, il est existentiel. Ce qui s'est cassé en elle, c'est le lien avec son essence. Cette partie d'elle qui savait ce qu'elle aimait, ce qui la mettait en colère, ce qui la faisait vibrer. Elle l'a sacrifié, petit à petit, pour s'adapter à un monde qui ne respectait rien de ce qui faisait sa singularité. Et si ce vide était en fait de l'espace pour quelque chose de nouveau, on lui a appris très tôt qu'elle devait être productive pour mériter d'exister, que sa valeur se mesurait à ce qu'elle accomplissait, produisait, générait. Alors elle s'est mise à courir, à optimiser chaque minute, à transformer chaque passion en performance, chaque talent en outil de réussite. Il aimait dessiner, enfant. Ses mains trouvaient naturellement le chemin du crayon, créaient des mondes sur le papier blanc. Mais on lui a expliqué que l'art ne nourrissait pas son homme. Alors il a rangé ses crayons. Et ses mains, aujourd'hui, ne savent plus que taper sur des claviers. Elle a méthodiquement transformé sa créativité en stratégie marketing, sa sensibilité en compétences relationnelles, son intuition en intelligence émotionnelle exploitable. Tout ce qui faisait sa richesse humaine est devenu une ressource à optimiser, un atout sur son CV. Qu'est-ce que tu aimais faire avant qu'on te dise que ça ne servait à rien? Au bureau, elle sourit quand elle ragerait, dit oui quand tout en elle hurle non, accepte l'inacceptable parce que c'est bon pour sa carrière. Chaque compromis avec ses valeurs creuse un cratère dans sa poitrine. Il fait des heures supplémentaires non payées. C'est normal, c'est l'esprit d'équipe. Bullshit, il le sait. Mais il continue, parce qu'arrêter serait avouer qu'il refuse de jouer le jeu de sa propre destruction. La société moderne a inventé le piège parfait. Nous faire croire que nous nous exploitons librement. Plus d'esclaves, que des entrepreneurs de soi. Nous optimisons notre capital humain, développons notre personal branding, monétisons nos rêves d'enfants. Et quand nous nous effondrons, c'est de notre faute. Nous n'avons pas su gérer notre stress. Nous n'avons pas trouvé le bon équilibre. Nous ne sommes pas assez résilients. Le système, lui, est innocent. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si seule au milieu de cette course collective. Pourquoi, malgré tous ses succès professionnels, elle se sent vide le soir en rentrant chez elle. Jung parlait de l'individuation, ce processus qui consiste à devenir qui on est vraiment, au-delà des masques sociaux. Mais comment s'individuer dans un monde qui ne tolère que la conformité performante? Le travail, qui devrait être un moyen d'expression de soi, est devenu un lieu de mutilation intérieure. On nous demande de laisser notre humanité au vestiaire et de ne garder que notre utilité. On nous paye pour nos compétences, jamais pour notre être. Et si valoir quelque chose n'avait rien à voir avec ce qu'on produit? Un matin ordinaire, elle court vers le métro, comme tous les matins, cette chorégraphie urbaine qu'elle connaît par cœur. Et soudain, au milieu de cette course absurde, quelque chose en elle dit « stop ». Pas un effondrement, juste un arrêt net, comme quand on coupe le moteur d'une voiture. Elle s'arrête net au milieu du trottoir. Les gens la contournent, irrités. Elle s'assoit sur le premier banc venu et, pour la première fois depuis des années, elle regarde. Vraiment. Ses visages tendus, ses pas pressés vers nulle part, ses téléphones collés aux oreilles comme des perfusions portables. Et soudain, elle voit. Elle voit la folie collective dans laquelle elle s'est laissée entraîner. Cette course vers nulle part qui épuise tout le monde. Il réalise qu'il n'a pas ri depuis des mois, vraiment ri, de ce rire qui vient du ventre et qui fait du bien partout. Il ne se souvient plus de la dernière fois où il a pris plaisir à quelque chose, simplement, sans arrière-pensée productive. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de te protéger d'un monde qui ne respecte plus rien. Cette phrase résonne en elle comme une libération. Tout s'éclaire d'un coup. Sa fatigue n'est pas un échec personnel, c'est une réaction saine à un environnement malsain. Son corps qui ralentit ne la trahit pas, il la sauve. Sa résistance inconsciente à cette folie du monde moderne n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Elle comprend qu'elle a passé des années à se battre contre elle-même, à forcer sa nature profonde à s'adapter à un rythme qui n'était pas le sien. Elle s'est fait violence pour correspondre à ce qu'on attendait d'elle, jusqu'à oublier ce qu'elle attendait d'elle-même. Les larmes viennent, pas de tristesse, mais de soulagement. Enfin, elle comprend. Ce vide qu'elle ressent n'est pas un manque, c'est de l'espace qui se libère.
l'espace pour respirer, pour sentir, pour être humaine autrement qu'en mode survie. Jung disait que nous ne guérissons jamais de nos symptômes en les combattant, mais en comprenant le message qu'ils portent. Sa fatigue lui parlait depuis longtemps. Elle lui disait « Ralentis, reviens à toi, souviens-toi que tu n'es pas ce que tu fais ». Elle pense à tous ces gens autour d'elle qui souffrent en silence, qui se croient défaillants parce qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme, qui s'auto-accusent d'être fragiles, lents, inadaptés, alors que c'est le monde qui est devenu inadapté à l'humain. Il n'y a pas de honte à craquer sous la pression d'un système inhumain. Il n'y a pas de honte à refuser de sacrifier son âme sur l'autel de la productivité. Il n'y a pas de honte à choisir la lenteur dans un monde qui a perdu la tête. Sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est ce qui la maintient humaine dans un monde qui pousse à la déshumanisation. Sa sensibilité n'est pas un handicap, c'est son radar intérieur qui lui signale quand quelque chose ne va pas. Et si être inadapté à ce monde était finalement la preuve qu'on n'a pas perdu son humanité? Elle prend un carnet, un vrai, avec des pages blanches qui attendent, et elle écrit l'emploi du temps de ses rêves, celui qu'elle n'ose même plus imaginer. 8 heures, réveil naturel, sans alarme. 9 heures, café contemplé en regardant la lumière jouer dans les arbres. 10 heures, lecture d'un livre qui ne sert à rien, qui ne développe aucune compétence. 11 heures, marche sans destination, sans application qui compte les pas. Elle sourit en écrivant, un vrai sourire. Quand a-t-elle rêvé d'une journée aussi improductive pour la dernière fois? Il éteint son téléphone, complètement. Le silence qui suit est vertigineux, presque effrayant. Puis, lentement, quelque chose se détend. Ses épaules descendent de 3 cm. Sa respiration s'approfondit. Il redécouvre ce que c'est que d'habiter son corps plutôt que de le porter. Elle s'assoit sur le sol de son salon, pose les mains sur sa poitrine, sent ce cœur qui bat, ce muscle qui n'a jamais cessé de croire en elle. 1 minute entière, juste ça. Son mental proteste, veut penser à 1000 urgences. Puis, progressivement, elle se réhabitue à exister sans performer. Ferme les yeux, respire. Où sens-tu la tension? Qu'est-ce qu'elle essaie de te murmurer? Il redécouvre la lenteur comme on retrouve une langue oubliée. Marche sans consulter l'heure, mange sans faire autre chose, écoute la musique avec tout son être. Ses actes de résistance douce lui rendent ce qu'il avait perdu, l'art d'être vivant. Elle arrête de s'excuser d'être fatiguée, d'avoir besoin de silence, de ne pas répondre immédiatement aux messages. Elle commence à protéger son énergie comme on protège un feu précieux. Dire non devient un acte d'amour envers elle-même. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un long voyage de retour vers soi après s'être perdu dans les attentes du monde. Retrouver son rythme naturel, ses vraies priorités, ses désirs authentiques. Cesser de vivre la vie que les autres attendent de nous pour commencer à vivre la nôtre. Elle renoue avec des activités magnifiquement inutiles. Regarder les nuages dériver, caresser son chat, dessiner sans but, cuisiner lentement, téléphoner à une amie juste pour entendre sa voix. Tous ces moments perdus qui lui rendent son humanité. Il réapprend à s'ennuyer, laisser son esprit vagabonder sans mission. Découvrir que l'ennui n'est pas un vide à combler, mais un espace où peut naître la créativité, la réflexion, l'inspiration. Les premiers temps, c'est culpabilisant. Cette voix intérieure qui répète qu'elle pourrait faire quelque chose de plus utile, de plus productif. Puis, peu à peu, cette voix se tait, remplacée par une autre, plus douce, qui murmure « Tu as le droit d'être, pas seulement de faire ». Elle comprend que ralentir n'est pas reculer, c'est retrouver sa vitesse naturelle, celle qui lui permet de sentir, de goûter, de voir vraiment. Celle qui respecte ses saisons intérieures, ses besoins de repos, ses cycles d'énergie. Et toi, c'est quoi ton rythme naturel quand personne ne regarde? 6 mois ont passé. Elle regarde celle qu'elle était et peine à la reconnaître. Non pas qu'elle ait tout révolutionné du jour au lendemain, c'est plus subtil, plus profond. Comme une plante qu'on croyait morte et qui, recevant enfin l'eau et la lumière dont elle avait besoin, se remet doucement à verdir, feuille après feuille. Elle a appris le langage de son corps, cette sagesse incarnée qu'elle avait fait taire si longtemps. Quand il dit fatigue, elle entend repos. Quand il dit tension, elle entend limite.
Quand il dit douleur, elle entend message. Cette conversation intime qu'elle avait interrompue, elle l'a renouée. Il a retrouvé le goût des choses simples, le café du matin qui réveille vraiment, la douche qui détend, le livre qui passionne. Ces petits plaisirs que l'accélération du monde avait rendus invisibles, il les savoure maintenant comme des cadeaux. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as arrêté de courir après le temps? Sa créativité est revenue, différente, plus mature, nourrie par toutes ces années d'expérience. Elle ne cherche plus à être productive créativement, elle crée quand l'envie vient, comme on respire quand on a besoin d'air. Elle a changé de travail, pas pour fuir, mais pour choisir. Un environnement qui respecte son rythme, ses valeurs, son humanité. Elle gagne moins d'argent, mais a récupéré sa vie. Et elle réalise que c'est le plus beau salaire qu'elle ait jamais reçu. Il s'est réconcilié avec sa vulnérabilité. Ces moments de doute, de fatigue, de tristesse, il ne les voit plus comme des faiblesses à cacher, mais comme des signes de sa sensibilité, de sa capacité à ressentir dans un monde qui anesthésie. Jung disait que devenir soi n'est pas une destination, mais un chemin, un processus lent, fait d'allers-retours, de découvertes, d'acceptation. Elle comprend maintenant qu'elle n'a pas guéri de sa fatigue, elle a appris à l'écouter, à la respecter, à en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Les gens autour d'elle ne comprennent pas toujours, sa nouvelle lenteur dérange, son refus de s'agiter interroge. Mais elle a cessé de se justifier. Elle sait maintenant que sa santé mentale vaut tous les malentendus du monde. Elle inspire profondément. L'air entre facilement dans ses poumons, circule librement dans son corps. Cette respiration ample qu'elle avait perdue dans sa course effrénée, elle l'a retrouvée. Et avec elle, l'impression simple et précieuse d'être vivante. Parfois, elle pense à cette femme épuisée qu'elle était. Elle n'éprouve pas de colère contre elle, juste de la tendresse. Cette femme faisait de son mieux dans un monde qui ne lui laissait pas le choix. Aujourd'hui, elle sait qu'elle a toujours le choix, même petit, même discret. Le choix de respirer un peu plus lentement, de marcher un peu moins vite, de dire oui quand c'est oui et non quand c'est non, de protéger cette flamme fragile mais essentielle qui fait qu'elle est elle et personne d'autre. Et si ralentir était enfin une forme de courage? Cette histoire se termine ici, mais peut-être qu'elle n'était qu'un miroir, celui dont tu avais besoin pour enfin voir, pour enfin comprendre, pour enfin te rappeler. Tu n'es pas lent, tu es humain, dans un monde qui l'a oublié.